Salut tout le monde, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC. C'est où ça? Ah oui, Auckland. UFC Auckland, naturellement. Paul Felder contre Dan Hooker, une carte de MMA qui existe encore une fois, définitivement, mais avec un bon main event là, cette fois-là, un combat vraiment fascinant dans le combat principal, comme je viens de le mentionner. Paul Felder et Dan Hooker chez les 155 livres, deux des combattants les plus excitants dans la division qui s'affrontent dans un match-up qui est important là, quand même, pas que le gagnant va avoir un title shot ni rien, mais va se rapprocher de là peut-être tranquillement, pas vite, du moins va être dans la conversation. Il y a 12 autres combats sur la carte, comme je vous ai dit, c'est définitivement des combats qui vont arriver. Là, je vais avoir la chance d'en reparler avec vous plus en détail parce que je suis là pour mes analyses et prédictions complètes de cet événement-là. Commençons maintenant, pas de temps à perdre, main event, combat principal de la soirée. La raison pourquoi on va écouter cette carte-là, Paul Felder, Dan Hooker. Deux très bons strikers. Dan Hooker chez les 155 livres est absolument monstrueux. Foutu des volets assez monumentales à pas mal tout le monde qui a affronté. Plusieurs KO très spectaculaires à sa fiche. Quelqu'un qui se sert excessivement bien de ses genoux et de ses coudes. C'est quelqu'un qui, je vous dirais, est probablement plus facile à emmener au sol qu'un Paul Felder, mais si tu essaies de l'amener au sol par le clinch, il va te faire payer. Il va te faire payer très cher même. C'est quelqu'un qui est très actif, autant dans le clinch que debout, avec ses poings, avec ses pieds, avec tous ses membres en fait. Lance des coups de coude, lance plein d'affaires. Et puis, c'est juste un très bon striker qui a une bonne idée du management de la distance qui est très grand aussi, même pour les 155 livres. Je crois qu'il va être plus grand que Paul Felder dans ce combat-là. Et il va sûrement avoir un reach advantage sur lui parce que c'est quelqu'un qui est fait quand même long. Puis même si, comme on a vu avec Alexander Volkanovski, là, qui s'est battu comme le outside fighter, comme le gars qui avait le plus grand reach contre Max Holloway, même si c'était absolument pas le cas, les combattants de Eugene Berman, de City Kickboxing, d'où vient Dan Hooker, où il s'entraîne, c'est juste des combattants qui gèrent très bien la distance, qui sont d'excellents combattants debout. Puis de voir ces améliorations-là arriver auprès des combattants de ce gym-là, c'est sûr que ça me fait hésiter de plus en plus pour ce combat-là parce que je vais vous l'avouer, dès le départ, j'avais tendance à y aller assez confortablement avec Paul Felder dans ce combat-là. Parce que, écoute, là aussi, très bon striker, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qu'on l'a vu contre Edson Barboza, lui aussi, là, les améliorations qu'il a faites dans sa game, dans son striking en général, mais aussi, je pense que ce qui a vraiment transformé Paul Felder d'un action fighter très intéressant à un combattant plus élite, qu'on peut considérer comme étant dans les bons combattants de sa division, c'est le fait qu'il a beaucoup amélioré sa lutte, puis qu'il a beaucoup... il est rendu très complet. Dans le fond, c'est un combattant qui hésitera pas à aller shooter pour un takedown s'il croit qu'il en a besoin, qui est capable de contrôler ses adversaires au sol, aller chercher du bon ground and pound, établir ses positions, c'est bien faire les choses, défend bien les takedowns aussi. C'est même peut-être développer un genre de submission game, là, bien qu'on s'entend que c'est pas... avec Paul Felder, tu vas nécessairement te sentir menacé de te faire soumettre, mais... N'empêche, c'est un combattant très complet, plus complet que Dan Hooker selon moi, puis c'est vers là que je voulais pencher, mais je dois vous l'avouer, de voir Alexander Volkanovski, la façon dont son striking a évolué, de voir Dan Hooker aussi, je pense que c'est les deux gars qui m'impressionnent le plus chez City Kickboxing, parce que oui, tu sais, il y a Israel Adesanya, mais Israel Adesanya était un des meilleurs kickboxers au monde avant d'arriver dans l'UFC, avant de faire ses débuts en MMA, donc je pense qu'il n'y a aucune surprise que Israël soit autant élite qu'il l'est. Je pense qu'on s'en attendait. Il s'est matérialisé. C'est un des prospects qu'on était pas mal certain qu'il allait donner quelque chose. Et puis oui, comme de fait, ben, il a donné quelque chose. Il est devenu un champion dans l'UFC. Donc oui, il est impressionnant, il est incroyable. Mais c'est pas en regardant Israël Adesanya que je me dis « Wow, c'est incroyable ce que ce gym-là est capable de faire. » Parce qu'avec Israël Adesanya, ben, t'as entre tes mains un talent qui est absolument élite. Puis que selon moi,
il y a beaucoup de coachs qui seraient capables d'amener Israel Adesanya comme champion de l'UFC. Est-ce qu'il y a beaucoup de coachs qui peuvent amener Alexander Volkanovski comme champion de l'UFC, de passer d'un gars qui est super unidimensionnel à chasser, puis swing wildly pour aller chercher ses takedowns, puis que là, après, contrôler ses combats, à quelqu'un qui peut littéralement se battre debout 5 rounds et outstriker Max Holloway. C'est incroyable ce qu'il a fait avec lui, c'est incroyable ce qu'il a fait avec Hooker, mais pour vrai, ah là là, c'est difficile ce combat-là, c'est vraiment difficile parce que, tu sais, Paul Felder, principalement, va aller chercher ses takedowns du clinch, je vous dirais. C'est pas quelqu'un qui va shooter un reactive double à la GSP. Souvent, va peut-être aller essayer de chercher un takedown en opener, mais va backer son adversaire contre la cage, puis va le travailler de là. Et puis c'est là que Hooker est vraiment très dangereux avec ses coudes, avec ses genoux. L'affaire, c'est que les améliorations dans la game de Paul Felder me portent à croire que c'est possible pour lui d'amener ce combat-là au sol s'il en a de besoin. Puis oui, il va peut-être devoir prendre un peu de dommages en fonction de ce rendre-là. Mais Paul Felder est excessivement tough. C'est fait batter par beaucoup de combattants. Mané, il avait pris un short notice contre Mike Perry à 170 livres. Puis il avait bien fait. C'était juste rendu compte que Mike Perry était trop gros et trop puissant pour lui. Un peu comme Dustin Poirier et Max Holloway. Max Holloway s'était juste rendu compte que Poirier avait trop de puissance pour lui. Puis c'est ça qui allait être le facteur dans ce combat-là. Puis je ne sais pas si Dan Hooker est ça vraiment. Là, il n'est pas une division de poids de plus que Paul Felder et même peut-être une division de poids de moins que Paul Felder, même s'il est plus grand, ne sera pas le plus thick des deux, ne sera pas le plus fort physiquement des deux selon moi. Puis oui, il y a de la belle technique, il est capable de punir les gens dans le clinch, mais je pense que ça va être un bon duel debout, assez serré, puis que c'est en allant chercher justement le clinch, puis en allant chercher des takedowns, puis en contrôlant un peu au sol, que Paul Felder va réussir à remporter ce combat-là. Et bien sincèrement, autant les deux gars sont super tough, autant les deux gars ne se font pas finir, je vous dirais habituellement. J'ai vraiment l'impression que ce combat-là, sur 5 rounds, ça va être très difficile qu'il n'y ait pas un finish à un moment donné. Et pour cette raison-là, je vais y aller avec Paul Felder par TKO au 3e round, parce que je veux le voir ce fight là aussi. Pas que j'aime pas les first round finish, là, je pense que tout le monde aime ça, mais si on avait un finish vraiment tôt dans ce combat là, je pense qu'on aurait manqué quelque chose. Je pense que le plus longtemps qu'ils vont se battre, le mieux ça va être. Donc j'ai Paul Felder TKO 3e round. Ensuite, co-main event de la soirée, c'est un combat quand même relativement intéressant. Deux prospects qui viennent, en fait, un prospect, il y a Alex Zaychuk, je ne crois plus qu'il est vraiment en âge prospect, mais deux combattants qu'on disait on the rise dans cette division-là, qui viennent tout juste de perdre des combats, puis qui vont tenter de rebound. C'est Mikhail Oleksiejczuk face à Jimmy fucking Crute. Et puis, c'est ça, Jimmy Crute, je l'aime bien, là, pour être franc avec vous. J'aime la façon dont il se présente, son attitude. Je sais pas si c'est comme le combattant le plus excitant et le plus skilled, mais tabarnouche, c'est quelqu'un qui, même s'il m'impressionne pas vraiment nulle part, réussit quand même à gagner ses combats, réussit quand même la majorité du temps, quand il se bat pas contre Misha Cirkunov, à bien paraître. Puis autant c'est le combat au sol qui a causé sa perte contre Cirkunov, évidemment, un des meilleurs grapplers dans la division. J'ai l'impression que c'est un peu le combat au sol qui a donné la victoire à Crute dans ses combats dans l'UFC avant. Souvent, oui, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui frappe fort. Je sais pas s'il y a le work rate parfait pour gagner ces combats-là vraiment debout. Je sais pas si il serait capable de juste se battre debout pendant tout un combat et le gagner. Souvent, c'est quand il va réussir à chercher un takedown, puis il se met au sol, puis là, lance du bon ground and pound et travaille ses positions, qui devient très efficace. T'sais, le gars a quand même battu Paul Craig par soumission, puis Paul Craig, c'est pas mal un des gars qui a tendance à soumettre tous les gens de son dos, puis pourtant, Crute l'a quand même stifle, le lander du ground and pound sur lui, s'est installé en demi-garde, s'assurer de pas être comme dans la garde, d'avoir toutes les jambes, puis toutes les triangles, puis toutes les affaires qui gossent, quand t'es dans la garde de quelqu'un. Puis il s'est installé là, il a travaillé, je pense qu'il avait fini avec un Kimura ou un Americana, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop, mais bref, c'est là qu'on voit que Jimmy Crute excelle habituellement, qu'il affronte pas quelqu'un qui est vraiment un meilleur grappler que lui. Puis Mikhail Oleksiejczuk,
c'est vraiment pas un bon grappler. C'est quelqu'un qu'on avait vu bien défendre les takedowns généralement, tu sais, dans l'UFC, mais quand il a affronté OSP, qui était juste plus gros, plus fort physiquement et plus athlétique que lui, même si OSP a pas une très très bonne technique, il a été capable de l'amener au sol, il a été capable de le soumettre de là, et puis, ben, tu sais, pas que j'imagine un peu ce combat-là aller dans cette direction-là, mais c'est pas mal ça. Je pense que Jimmy Crute, oui, va essayer d'échanger avec Oleksiejczuk debout. Non, je m'attends pas nécessairement à ce qu'il gagne les échanges debout dans ce combat-là. Je pense qu'Oleksiejczuk, bien qu'il est super touchable, va être plus rapide que Crute, va être sûrement un peu plus technique que Crute, va être un meilleur counter-puncher que Crute. Donc je crois que c'est pas la manière de faire pour Jimmy Crute, mais je pense qu'il va s'en rendre compte, puis il va décider d'amener le combat sur le moins d'essayer de, et puis ben s'il est en mesure, va nécessairement battre Oleksiejczuk. J'ai un TKO deuxième round pour Jimmy Crute par Ground and Pound. Ensuite, Karolina Kowalkiewicz affronte Yan Xiaonan, un duel que je sais pas si c'est très gentil pour Karolina Kowalkiewicz, pour être bien honnête avec vous. Tu sais, en plus, la manière qu'elle a réagi après son dernier combat, tu sais, une séquence de défaites de 3 ou 4 défaites consécutives, si je me trompe pas, puis elle a tout simplement dit, ouais, je pense qu'il faut que je vienne à terme avec le fait que je suis peut-être juste pas une combattante élite là à ce stade-ci, que j'étais, oui, je suis une top 15 fighter, tu sais, mais pas une top 5, je suis pas une title challenger, je suis pas dans l'élite de la division. Et puis, je trouve ça bien quand même qu'elle accepte ça, qu'elle soit capable de parler de ça, parce qu'il y a tellement de fighters qui sont way past it, puis qui croient encore qu'ils peuvent aller chercher un titre, qu'ils peuvent encore faire ci, faire ça. Puis, ça arrivera jamais, là, on s'entend, ils ont de la misère à gagner un combat sur deux, donc c'est bon que Carolina se rend compte de ça, mais je sais pas si c'est un bon match-up contre Yan Xiaonan, qui me fait un peu penser à Joanna Jędrzejczyk, pour être bien honnête avec vous. Et on a vu comment ça a été contre Karolina Kowalkiewicz. Elle l'avait battue assez aisément. Il restera à voir si Yan Xiaonan est capable d'essayer d'adopter ce genre de game plan à la Joanna, parce que moi j'ai comme un peu plus la version avant ça là, de Joanna en tête quand je pense à Yan Xiaonan, celle qui stalk puis qui lance beaucoup de volume, puis c'est exactement ce que Karolina Kowalkiewicz fait. La chose qu'on s'est rendu compte malheureusement avec Carolina, c'est que c'est peut-être pas la combattante la plus physique dans l'UFC, ce qui est une chose que les combattantes chinoises ne manquent jamais. C'est quelque chose qu'elles font très bien. T'sais, Weili Zhang, pourquoi elle est championne de l'UFC, bien elle est bonne comme ça. Oui, elle a une très belle technique debout et tout, mais elle est physique. Là. On l'a vu contre Jessica Aguilar et d'autres gens, juste run through quelqu'un là, complètement avec sa physicalité pure et sa force brute, la prendre, la le mettre à terre, puis prendre sa position, puis là, bang, des gros coups de coude dans la face, finir ça. Même affaire contre Jessica Andrade, elle a trouvé le kick qui passait, puis elle l'a lancé là, à plusieurs reprises, puis tout ce qu'elle faisait, c'était fort, c'était physique, ça rentrait au poste, puis c'est un peu ça que Xiaonan fait aussi, mais en stockant puis en voulant laisser aller ses mains, mettre beaucoup de volume. Donc j'ai l'impression qu'on a deux filles qui vont vouloir faire la même chose. Il y en a une qui va être beaucoup plus physique que l'autre, donc j'ai pas le choix d'y aller avec Yan Xiaonan par décision ici. Ensuite, combat de poids lourd entre Ben Sosoli et Marcos Rogério de Lima. Écoute, mon analyse va être plate ici, là, mais genre, Marcos Rogério de Lima est bon pour 5 minutes, après ça perd tout son cardio, puis sa game fall apart là, complètement, puis devient un des combattants les plus faciles à battre dans l'UFC. Je le sais même pas si Ben Sosoli est capable d'être bon pour 5 minutes, par exemple. Fait que, Marcos Rogério de Lima va tellement être plus gros, tellement être plus fort que lui, que s'il réussit pas à l'amener au sol et à le soumettre au premier round, ben, il va perdre, assurément, mais ça serait vraiment ridicule que de perdre contre Ben Sosoli. Là. Fait que j'ai Marcos Rogério de Lima par soumission au premier round dans un pick où je gagerai pas une scène là-dessus parce qu'il a quand même perdu son dernier combat contre Stephen Struve. Là. Ça vous montre à peu près il est où dans sa carrière et dans son évolution. Mais écoute, je pense que Stephen Struve bat quand même Ben Sosoli à tous les jours de la semaine. Donc j'ai Rogério de Lima soumission round 1, mais
heavyweight MMA, puis on n'a pas deux bons heavyweight ici, là. Fait que ça va bien arriver n'importe quoi qui peut arriver. Ça nous mène à deux combats très intéressants là, sur cette carte-là. Les deux premiers de la main card. Et le premier d'entre eux, qui est probablement mon combat préféré après le combat principal sur cette carte-là, on a Brad Riddle qui dispute son deuxième combat dans l'UFC face à Magomed Mustafaev. Puis ce combat-là est excessivement intéressant parce que Riddle, c'est un striker. Je pense que ça a été comme un enseignant là, à Tiger Muay Thai. Donc un très bon combattant debout. On l'a vu dans son premier combat contre Jamie Mullarkey. Ça a été un combat serré, une vraie game. Riddle était bon, puis c'est même le fait d'être capable de mixer un takedown ou deux, puis de bien faire les choses à ce niveau-là, qui lui a donné la victoire, qui a fait qu'il n'y avait aucun doute que Riddle avait gagné ce combat-là à la fin. Riddle est aussi un combattant de city kickboxing. C'est quelqu'un qui s'entraîne quand il est en Nouvelle-Zélande avec justement Hooker, avec Adesanya, avec Alexander Volkanovski. Mais beaucoup de ces gars-là, je pense, par Israel Adesanya ou avec Israel Adesanya, vont souvent au Tiger Muay Thai. Je pense que c'est le cas pour Dan Hooker, c'est le cas pour Volkanovski. C'est pas mal le cas pour toute l'équipe de City Kickboxing. Et c'est là que ce duel-là devient très intéressant parce que pour Riddle et pour Tiger Muay Thai, ça va être un peu un combat revanche contre Magomed Mustafaev qui a battu Rafael Fiziev par spinning kick dans le premier combat UFC à Fiziev. Puis c'est un combat que j'avais, je pense, en faveur de Fiziev parce que je me disais, tu sais, c'est vraiment un excellent striker. Là, on l'a vu dans son deuxième combat UFC, comment c'est un bon striker qui est capable d'être composé, mais quand il voit une ouverture, tu sais, il va. Puis et je me disais, crime, d'après moi, il va battre Mustafaev qui est probablement le moins bon lutteur russe qu'on connaît, gars que quand on l'a vu perdre, c'est parce qu'il se faisait out-wrestle puis se soumettre par Kevin Lee, genre, puis que c'est plus un flashy striker, c'est genre Magomed Zabit, aïe, tabarnouche. Zabit Magomed Sharipov. Ça fait trop longtemps que je l'avais pas dit, j'étais plus capable de le dire. Mais ouais, c'est un peu Zabit, mais sans les fundamentals, là, sans le jab, sans ces choses-là. Tout le flashy. Tout le flashy. C'est la game à Mustafaev. Et puis tabarnouche, man. L'affaire, c'est qu'il est super tough. Puis il est tellement opportuniste, c'est imprévisible. C'est quelqu'un qui va sortir une spinning technique tellement rapidement là, que j'ai l'impression que même contre des très bons strikers, c'est quelqu'un de très dangereux. Puis pour être honnête avec vous, je pense que je vais y aller avec Mustafaev ici face à Riddle. Genre TKO au deuxième round, tout simplement parce que Riddle, d'après moi, va gagner ce combat-là. Va mener sur les scorecards, va mener au point. Mais Mustafaev est tellement imprévisible que à tout moment de ce combat-là, va pouvoir sortir de nulle part avec quelque chose. Puis boum, le cut, tu sais, cold ou le cut au moment où ça n'attendait pas et puis ben il va gagner ce combat-là par TKO surprise là. Bref, selon moi, je crois. Donc j'ai Mustafaev par TKO, deuxième round, ça nous mène au premier combat de la carte principale chez les 145 livres, Kevin Aguilar, Zubaira Tukhugov. Et puis ben Kevin Aguilar man, dans ce combat-là, pour être honnête avec vous là, Kevin Aguilar. On l'a vu perdre là, récemment, puis j'étais surpris de le voir perdre. C'est contre Dan Ige, là, si je me trompe pas. Ou c'était pas contre Dan Ige, c'était contre la copie de Dan Ige. Là, parce que je me rappelle qu'il a perdu ce combat-là à cause du grappling, à cause qu'il s'est fait takedown. Puis j'étais vraiment surpris parce que c'est quelqu'un qui est très difficile à takedown. Et très difficile à takedown, pas nécessairement parce que c'est un bon lutteur, mais parce qu'il bouge tellement bien debout, puis il est tellement calculé dans ses attaques. C'est un counter-striker pur et dur qui ne va pas se compromettre pour rien, est très 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 patient, a des très bons reads, très bon timing, puis il est capable de placer ses counters où il veut les placer et au moment où il veut les placer. Puis ça fait de lui un très bon combattant qui a, je te dirais, assez de facilité à outpointer ses adversaires parce que le fait qu'il est patient, qu'il est composé, ça fait que c'est un très bon combattant défensif en général. Donc, il a une combinaison d'assez dur à toucher et un bon counter-striker. Donc, va te forcer à te commettre pour éviter tes coups et t'en placer un bon. Donc, il a l'air de gagner les échanges à presque tous les échanges. Puis ça pèse très fort sur les scorecards des juges. Et puis, pour ce qui est du Zubaira Tukhugov, c'est pas vraiment un bon combattant, pour être honnête avec vous. C'est probablement le moins bon grappler du crew à Khabib. Puis c'est probablement aussi
un des moins bons strikers dans les strikers russes, là, les combattants russes qui ont plus tendance à être des strikers que des grapplers. Tokukov en est un, mais probablement le moins bon d'entre eux. Donc on se retrouve avec un gars qui a une game debout quand même assez basic et limitée, bien qu'il s'en sert bien, c'est pas génial. Et puis qui a une game de grappling correcte, là, pour être honnête avec vous. Ça reste un russe, ça reste quelqu'un qui se fait lutter par Khabib à tous les jours, donc il n'y a pas le choix de s'améliorer en lutte d'une manière ou d'une autre. Mais Danny Gate est un très bon lutteur, un très bon grappler, puis c'est juste ce niveau de grappler-là que j'ai vu donner de la misère à Kevin Aguilar. Et puis je pense pas que Tokukov est à ce niveau-là encore. Donc, je vais y aller avec Aguilar par décision ici. Et ça nous mène au prelim. Jalen Turner et Joshua Colibao chez les 155 livres. C'est un short notice. Je pense que c'était Jamie Mullarkey qui devait affronter Jalen Turner. Et finalement, c'est Joshua Colibao qui est invaincu 8-0. C'est un gars qui vient de l'Australie, de la scène locale. Qui a l'air assez confortable sur ses pieds, mais c'est plus un 145 livres qu'un 155 livres. Puis la raison pourquoi il a du succès à 145 livres, c'est parce qu'il est plus grand et plus long que tout le monde, puis il reste à distance, puis pepper des petits kicks, puis quand il voit sa chance de rentrer, ben, il le rentre avec une combinaison, puis il ressort, puis il continue à kicker at range, puis il joue bien cette game-là. Le problème, c'est qu'il va probablement affronter le plus grand et le plus long de tous les lightweights de l'UFC, donc le désavantage qu'il inflige à tous ses adversaires à 145 livres sur la scène régionale australienne, c'est exactement le désavantage qu'il va avoir contre Jalen Turner. Puis il va juste, d'après moi, se retrouver pris au bout des strikes de Turner, puis il va avoir beaucoup de difficultés à le toucher en retour. Donc j'ai Jalen Turner TKO deuxième round dans ce combat-là. Je pense pas que le grappling soit tant un facteur dans ce combat-là non plus, parce que j'ai vu Colibao shooter des takedowns, amener ses adversaires au sol des fois, mais est-ce que c'est une partie intégrale de sa game? Non, pas vraiment. Puis je pense que pour le offensive grappling correct que j'ai vu de Colibao, j'ai vu du defensive grappling aussi correct de la part de Jalen Turner, qui a d'ailleurs l'expérience UFC, chose que Colibao n'aura pas. Donc j'ai Jalen Turner, TKO, deuxième round. Ça nous mène à un autre bon combat ici. 170 livres, Jake Matthews affronte Emile Meek, ou Emile Meek, là, je sais pas trop comment dire ça, mais tout le monde dit Emile Meek. Fait que, moi, je dis Emile Meek, moi, avec. Le viking, là, dans le fond, le genre de viking danois ou norvégien. Je pense que c'est norvégien, si je me trompe pas. Bref, that guy. Et puis, ben, tu sais, très physique, on s'entend. Il a un style très viking, là. Va vouloir être très lourd contre la cage, contre ses adversaires. Fait tout avec puissance, tu sais. Lance des grosses mains. C'est un bon combattant, là, en général. Mais Jake Matthews, j'ai tellement undersell là, dans les derniers combats, puis réussit toujours à me surprendre. Son striking s'est amélioré. Son grappling est vraiment plus tight qu'avant. Ça a toujours été un bon grappler, mais ça pouvait être à la fois le genre de combattant qui est un bon grappler, mais quand il perdait, se faisait dominer dans le grappling. C'est plus vraiment le cas à cette heure. Et a tendance à être un très bon grappler qui garde bien ses positions, qui fait tout bien au sol. Puis pour être franc avec vous, j'ai Jake Matthews par décision aussi. Je pense qu'il va être en mesure de tirer son épingle du jeu assez dans tous les aspects pour aller gagner cette décision-là. On continue. 170 livres, Kalen Potter affronte Song Kanan. Et puis, ben, Song Kanan me fait un peu penser à Emile Meek, j'ai-tu le droit de dire ça? Dans le sens que Lucy fait beaucoup de choses avec puissance. C'est quelqu'un que. Je pense que Kanan aime mieux striker, se battre debout, essayer de placer ses counters que se battre au sol. Je pense que c'est une bonne affaire contre Kalen Potter qui, tu sais, comme est vieux et lent et peu athlétique, mais s'il réussit à mettre la main sur toi, puis à t'amener au sol, puis de contrôler là, on l'a vu contre Maki Pitolo, là. Il est absolument capable de le faire, même dans l'UFC. C'est sûr que c'était quand même un assez bas niveau de compétition, mais je ferais pas comme si Song Kanan était le prochain combattant du top 15 de l'UFC. Bien que Song Kanan, selon moi, est un niveau plus haut là, que les Maki Pitolo, est vraiment le bas de la division 170 livres. Donc, je pense que tu sais quand on se retrouve contre un combattant qui est physique, qui est puissant, puis qui va vouloir garder ça debout contre le combattant qui est peut-être un peu plus faible et moins athlétique, qui va vouloir amener ça au sol, c'est un peu difficile d'y aller pour le grappler ici. Donc Song Kanan, TKO
round 2. Passons à un combat chez les 125 livres, ça va être bon ça. Kai Kara France, Tyson Nam. Je m'attends pertinemment à ce que les deux échangent debout pas mal tout le long. Tyson Nam, ce qui est vraiment sa tendance, c'est de passer des KO absolument spectaculaires à des gens qui ne devraient jamais battre. Est-ce que Kai Kara France est un gars que Tyson Nam ne devrait jamais battre? Non. Donc j'ai quand même confiance que Kai Kara France va gagner ce combat-là. Surtout un autre gars de du kickboxing sur cette carte-là, un autre gars qui est très technique, debout, qui est très bon. Bon striker qui peut leader, qui peut counter, qui peut tout faire. Défend bien les takedowns en général, bien que ça ne devrait pas trop être un facteur ici. Donc j'ai Kara France par décision. Ça nous mène au dernier combat, je crois, qui m'excite sur cette carte-là. 115 livres chez les dames. Loma Lookboonmee affronte Angela Hill. Et Lookboonmee, c'est la première combattante d'origine thaï dans l'UFC. C'est une Thaïlandaise, en fait, elle n'est pas d'origine thaï. Elle est thaïlandaise, je pense même qu'elle habite là-bas et qu'elle s'entraîne là-bas. C'est un autre Tiger Muay Thai, si je ne me trompe pas. Et puis, très bonne combattante debout Muay Thai, très excitante, que j'ai vraiment hâte de voir le match-up contre Angela Hill, parce que d'un, je pense que Lookboonmee va absolument gagner ce match-up-là. De deux, ça va être très intéressant, parce qu'Angela Hill, oui, il faut y donner, là, est rendue une très jeune vétérante, mais quand même rendue une vétérante là, avec 18 combats pro. Et puis de plus en plus, elle est capable justement d'aller chercher ces takedowns-là, puis de ne plus laisser un combat qu'elle ne gagnerait pas dans le striking, un combat de striking pendant 15 minutes. Si elle se rend compte qu'elle ne gagne pas, elle va essayer de faire d'autres choses. Ça va être à Lookboonmee de l'empêcher de faire ça, parce que je pense que si Loma peut garder ce combat-là debout, elle va le gagner, puis c'est à quoi je m'attends principalement. Donc j'ai Loma Lookboonmee par décision aussi, mais ça va être bon. Ça va être bon de voir comment ce combat-là va se développer, puis comment Angela Hill va tenter de peut-être essayer de changer le momentum, puis de voir le niveau de succès qu'elle va avoir, parce que si elle a du succès, elle va gagner. Elle est capable de soumettre Loma Lookboonmee ici, Angela Hill. Donc, j'ai quand même Loma par décision parce qu'elle va être capable de résister assez puis de compter des gros points debout. Ça nous mène un combat chez les 170 livres. Ah, ça, c'est low level. Maki Pitolo contre Takashi Sato. Et puis, autant Pitolo a été dégueulasse dans son premier combat, autant j'ai l'impression qu'il faut que je le pique ici. Parce que Takashi Sato est vraiment un counter-striker dédié qui est peu actif. Puis oui, Maki est exactement le genre de stalker qui va aller se sacrer tête première dans d'énormes counters de Takashi Sato. Mais il est super tough. Puis je ne sais pas si je peux compter sur le fait qu'il va se faire finir. Je peux compter sur le fait que s'il commence à se faire out-grapple, il va se faire out-grapple solide et va perdre facilement ce combat-là. Mais je peux pas vraiment me fier sur Sato pour aller shooter des takedowns. C'est vraiment un counter-striker dédié qui va essayer de passer un knockout punch tout le long du combat. Puis s'il passe pas, il va perdre. Puis j'ai l'impression que Pitolo est probablement assez tough pour ne pas se le faire passer. Bien qu'il y a tellement d'autres lacunes, mais c'est des lacunes que je ne vois pas Takashi Sato exploiter. Fait que j'ai Pitolo par décision. Ça nous mène au premier combat de la soirée. Priscilla Cachoeira face à Shayna Dobson. Puis les deux sont vraiment pas bonnes, mais je suis pas capable de pick un combat dans l'UFC pour Priscilla Cachoeira. Contre Valentina, s'est fait tuer, c'est normal, ce qui allait arriver. C'était absolument dégueulasse comme match-up. Mais même dans ses autres combats après, on a comme l'impression qu'elle aurait pu les gagner, puis qu'elle aurait peut-être même dû les gagner, mais qu'elle trouvait toujours un moyen de shit de bed pareil. Donc, j'ai Shayna Dobson ici par décision, même si c'est pas très bonne. Je me dis que je m'attends moins à ce qu'elle shit de bed que Priscilla Cachoeira, qui va absolument être exhaustée, qui va, elle va être finie raide là, après 5 minutes dans ce combat-là. Puis même si elle gagne le premier round d'une manière ou d'une autre, je pense qu'elle va être tellement gazée qu'elle va nécessairement perdre les deux autres. Donc Shayna Dobson, ça conclut encore en bas d'une demi-heure. J'aime ça, on fait ça vite depuis 2020, là, les petites analyses et prédictions, ça a fini de durer 1 heure. Sauf peut-être pour les pay-per-view, mais regardez, on fait ce qu'on a à faire. Hein. Merci d'avoir été à l'écoute, je vous apprécie bien. Suivez MMA Talk là, partout, sur Facebook, sur YouTube, Twitter, Instagram, MMAtalk.ca. Vous savez, la patente. Et puis, ben, on écoute la carte, on se parle une prochaine fois, ça va être bien nice. Ciao.